Alors, qu'est-ce que c'est que cette plateforme de suivi d'appui aux décrocheurs et qu'est-ce que c'est que ce réseau focal dont on vous a beaucoup parlé ce matin? Donc déjà, la plateforme de suivi d'appui aux décrocheurs, on vous l'a déjà dit, mais c'est co-animé, ou en tout cas, oui, coordonné par le directeur, enfin, le ou la directrice du CIO et le ou la directrice de la mission locale. En l'occurrence, pour nous, sur le Pays de Lorient, c'est moi plus la directrice de la mission locale de Lorient, Dominique Offrette, qui a délégué ce travail à Nelly Poher, qui est avec moi sur la plateforme. Qui intervient dans cette plateforme. Donc, bien sûr, on intervient dans le réseau éducation nationale. Ça, je vais développer tout à l'heure. Donc, le réseau éducation nationale, c'est un réseau formation, qualification, voilà, dans chaque bassin. Donc, nous, on est le bassin Lorient-Quimperlé. Pour notre focale, on est sur le bassin Lorient-Quimperlé. Pour notre PSAD, on est sur le Pays de Lorient. C'est un peu la particularité des... Donc, à ce réseau focal, on a un chef d'établissement porteur de ce réseau focal. Pour nous, c'est un proviseur d'établissement. Donc, sur Lorient, c'est l'approviseur du lycée Marie-Lefranc de Lorient qui a pris la relève de l'approviseur qui était déjà sur Marie-Lefranc-Lorient avant et qui elle-même a pris la relève de l'approviseur du lycée Jean Massé de Lanester avant. Donc, importance pour nous d'avoir un chef d'établissement qui parle à ses collègues chefs d'établissement pour la mise en place de ce réseau focal. Ensuite, il y a un réseau. Dans le réseau, c'est le réseau des établissements du bassin Lorient-Quimperlé. Donc le bassin Lorient-Quimperlé, on va de Banalec jusqu'à la commune de Riantec, en passant par Plouay. Voilà. Donc ce sont tous les établissements. Le CIO, on est tout seul. La mission de lutte contre le décrochage scolaire représentée par Agnès et les acteurs opérationnels, les équipes éducatives. Donc je vais rentrer dans le détail tout à l'heure. Donc là-dessus, on travaille avec le Pôle emploi, bien évidemment avec la mission locale, hein, avec le Pôle emploi. On a les établissements agricoles. Donc pour nous, sur notre secteur, on en a un. C'est le lycée agricole. On en a deux, pardon. Lycée agricole du Talouette à Hennebon et le lycée Carvignac, Kerana. Les CFA. Donc, alors maintenant, vous savez bien que les CFA, c'est un peu plus complexe qu'avant, hein, parce que nous, on a le CFA de la ville de Lorient, le CFA, CFAI, enfin, qui s'appelle plus comme ça maintenant. Mais maintenant, les CFA étant modifiés, on a aussi le CFA du pôle universitaire. On a aussi le CFA des Greta. On aura aussi les CFA des AFPA. Enfin, la dimension apprentissage, je ne sais pas si vous êtes allé voir, mais c'est complètement modifié et va encore considérablement se modifier. Les collectivités territoriales, donc bien évidemment, on essaie d'avoir l'appui du conseil départemental, de la région, bien évidemment, la sport et la jeunesse, les autres ministères, les associations. Donc plusieurs d'entre vous, je suis sûre que vous êtes membres d'associations. Et bien évidemment, les personnes qu'on vise prioritairement, les jeunes décrocheurs. Donc ça, c'est un peu pour les acteurs de proximité, hein, sur lesquels mes collègues pourront développer s'ils le souhaitent tout à l'heure. Donc pour le réseau focal dont on vous a parlé ce matin. Donc pour nous, notre réseau focal, il existe depuis 2017. Donc déjà, l'EPSAD, ça existe depuis 2011. La collègue du rectorat ce matin vous l'a montré, hein, c'était une volonté politique. Donc l'EPSAD depuis 2011 et le réseau focal pour le bassin Lorient-Quimperlé existe depuis 2017. Toujours sur la responsabilité d'un proviseur, enfin, je vais mettre d'un, mais ça a toujours été une, de lycée en co-animation avec directeur CIO. Des référents décrochage. Alors, les référents décrochage sont là, mais ils sont allés plutôt sur d'autres ateliers, puisqu'ils connaissent ça par cœur. Donc, les référents décrochage sur notre territoire, ce sont essentiellement des CPE, vie scolaire, qui représentent leur établissement. Donc, avec bien évidemment l'accord de leur chef d'établissement, ils représentent leur établissement, ils participent dans leurs établissements à ce qu'on a appelé les GPDS. Hein, on vous a présenté ça ce matin. C'est tout ce qui est prévention décrochage au sein des établissements. Certains participent aux cellules de veille. Ça ne porte pas toujours les mêmes noms. Hein. Quelquefois, c'est des cellules de veille. Quelquefois, ça s'appelle commission de suivi. Qu'importe. L'essentiel, c'est que quand on travaille sur le décrochage, en amont, dans les cellules de veille, dans les commissions, dans les GPDS, etc., que ce travail, il est fait en amont. La collègue du secondaire, ce matin, du rectorat, vous a dit, nous, on travaille sur le second degré. On ne travaille pas sur le primaire. Mais c'est vrai que dès le second degré, dès le collège, on sait bien que pour la prévention du décrochage, il faut le faire très, très tôt. Hein. On a des rencontres régulières. Donc, chaque année, on a environ 6 rencontres par an et un partenariat tout au long de l'année qui permet une grande réactivité. Donc ça, c'est les collègues qui ont souhaité ajouter hier, parce qu'hier, on avait une focale. Ils ont voulu qu'on monte notre réactivité, parce que ce n'est pas juste quand on fait des commissions focales qu'on travaille sur le sujet, c'est au cours,
vous le savez, vous êtes acteur de terrain, hein, vous savez bien que quand un jeune décroche, on n'attend pas la commission focale pour se dire, ah là là, qu'est-ce qui devient? On essaie en amont de mettre en place des choses, on essaie plein d'activités au niveau des établissements, en lien avec des éducateurs, enfin, c'est comme ça que c'est prévu. Après, quand on n'y arrive pas, ou quand on a besoin de partager, nous, on vient en commission focale et les collègues présentent leur situation pour essayer de voir avec les autres collègues si certains ont des idées. On pourra parler de quelques idées qui sortent de ce groupe. Donc ces rencontres sont l'occasion de partager aussi de l'actualité. Ça a permis de parler du colloque d'aujourd'hui, hein, de dire aux collègues inscrivez-vous sur ce colloque, mais aussi d'étudier des situations et essayer de les résoudre ensemble. Alors, on a un dossier type académique. La collègue du rectorat, Isabelle Toussaint, ce matin, vous a parlé des indicateurs qu'on prenait en compte. Donc, on a modifié notre dossier type académique puisqu'on voulait savoir quels étaient les indicateurs de décrochage. Vous savez, on a parlé d'absentéisme, on a parlé des périodes de stage non faites dans les entreprises, on a parlé de... ça peut être ça peut être du décrochage passif. Hein. Tous ces signes très importants à repérer que les profs, je dis les profs surtout parce qu'ils sont au sein de la classe, que les profs peuvent repérer au sein de la classe et que nous, qui sommes un peu à l'extérieur, on va moins bien repérer qu'eux. Donc, on veut les mobiliser pour qu'ils nous donnent les petits éclairages comme ça pour qu'on soit assez réactifs, comme on a dit, et puis qu'on puisse mettre en place assez rapidement des choses. Donc, de ce type, d'ailleurs, permettra, si vous êtes allé sur notre stand, vous avez dû avoir des chiffres de l'observatoire, les chiffres qui sont faits par la région. Enfin, c'est des collectes des PSAD, donc les chiffres sont remontés à la région, et la région, après, au niveau de l'observatoire, elle fait un petit peu l'observatoire de décrochage sur la Bretagne. Et donc, ça nous permet toujours de savoir quels sont les indicateurs qu'il faut prendre en compte. On a beaucoup parlé de santé aussi ce matin, de phobie scolaire, des choses comme ça. Hein, donc, c'est tous ces petits signes qu'on regarde. Et puis, donc, des actions à mettre en œuvre en amont. Hein, si on peut mettre des choses en amont avant la focale, eh ben, tant mieux. Hein. Si on n'a pas de dossier à étudier en focale, on est très content. Si on n'a pas de dossier à étudier en PSAD, on est très content. S'il n'y a pas de décrocheur, on est très content. Mais il en reste quand même. Hein. Et puis, on a mis des points de suspension. Le groupe a souhaité mettre des points de suspension parce qu'il y a plein d'autres choses qui se font et on ne pourrait pas citer dans une seule diapo tout ce qu'on fait. Donc, les points de suspension, c'est-à-dire et toutes les petites actions au quotidien qu'à la vie scolaire ou que l'enseignant ou que les parents, ou etc., font au quotidien et dont on ne pourrait pas parler, ce serait avec vous aussi, quelquefois. Et donc aussi un retour sur les listes PSAD. Donc dans la commission focale, on prend un temps pour regarder les listes PSAD. Alors les listes PSAD, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, plateforme de suivi d'appui au décrochage, donc ça existe depuis 2011. Donc ce sont les remontées qui remontent au ministère. Hein, c'est une zone, enfin c'est un système interministériel d'échange d'informations, c'est-à-dire c'est l'identifiant élève qui permet d'avoir toutes les données et de dire cet élève qui était, je ne sais pas, aujourd'hui au Palais des Arts, où est-ce qu'il est demain. Et donc on a une remontée des données et ensuite nous au niveau des PSAD, on peut, après on analyse les chiffres et on regarde ceux qui sont nulle part et on essaie de savoir pourquoi ils sont nulle part et est-ce que malgré tout ils sont vraiment nulle part. Donc, on fait des enquêtes auprès des établissements. Donc, ce matin, on a parlé des établissements privés. Donc, l'enquête, elle est faite aussi bien auprès des établissements publics que les établissements privés, bien évidemment. Les missions locales regardent aussi leurs listes. La MLDS regarde aussi ses listes. On essaie de retrouver ces jeunes qui seraient nulle part, peut-être. Et on essaie surtout de travailler avec ceux qui sont réellement nulle part. Notre souci à nous, c'est vraiment de ne retenir que ceux qui ont super besoin de nous. C'est-à-dire ceux qui se débrouillent sans nous, qui sont accompagnés, qui sont en emploi, etc., on peut considérer qu'ils se sont débrouillés seuls, ils n'ont pas besoin de nous. Donc on va vraiment essayer de travailler en accompagnement au plus près de ceux qui ont véritablement besoin de nous. On pourra développer tout à l'heure. Avec résolution des situations si possible par un accompagnateur de proximité. Et donc voilà, on verra ça après. Donc là, les chiffres clés, si vous êtes passé sur notre stand, vous avez vu que la région a donné au niveau de l'observatoire du décrochage, elle a donné des chiffres de Bretagne et des chiffres Morbihan. Et je crois qu'il y en a encore sur le stand. Nous, on a extrait les chiffres de la plateforme de Lorient, le pays de Lorient. Donc à titre d'exemple, en octobre 2020, hein, comme vous a dit la collègue ce matin, on avait 480, nous par exemple, présumés décrochage. Donc, on est moins bien que ce qu'elle a montré ce matin, mais on avait 45% des jeunes qu'on a retrouvés en formation. Donc, comme on disait, hein, formation, c'est formation initiale sous statut scolaire, formation initiale sous statut apprenti, formation continue, qu'importe. Ils sont en formation. 8% qui sont en emploi, donc là, c'est pareil, hein, ça peut être de l'emploi, c'est pas forcément de l'emploi CDI, hein, mais en tout cas, ils sont en emploi. 4% des jeunes qui sont ni en formation ni en emploi et sans accompagnement.
Donc 28, ça nous représente 28 jeunes sur cette campagne, et 11% des jeunes qui sont sans solution, ça représente 77. Donc si on regarde rien que ces chiffres-là, là on a 105 jeunes sur lesquels il faut qu'on travaille véritablement plus. Et donc on voit bien au niveau des âges, par contre, que les âges, on est quand même sur les 16-17, beaucoup sur les 16-17. L'obligation de formation, alors je vais peut-être la passer la main. Peut-être ça va être peut-être plus simple parce que l'obligation de formation, bon, on dit quand même que ça a été dit ce matin, l'instruction obligatoire des jeunes est prolongée par l'obligation de formation. Et depuis la rentrée 2020, afin qu'aucun jeune ne soit laissé sans situation, on demande à ce qu'il continue dans le cadre de l'obligation de formation des 16-18 ans. Et cette obligation de formation, c'est une responsabilité qui a été confiée aux missions locales. Donc peut-être que c'est l'occasion pour moi de passer la main. Peut-être pendant que Simon cherche, je vais... Donc l'obligation de formation, on a des textes de référence. L'obligation de formation qui a été instaurée, ça a été dit ce matin, par l'article 15 de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Mais ça a déjà été présenté dans le diaporama de ce matin. Elle est entrée en vigueur à la rentrée scolaire 2020. Donc vous voyez, c'est tout récent. C'est tout récent. À la suite du décret du 5 août 2020 relatif à l'obligation de formation des jeunes de 16-18 ans. Et du coup, le Code de l'éducation a été modifié, notamment avec des articles. Alors moi, je ne suis pas très juriste, mais notamment avec des articles qui ont été créés. Donc c'est rentré dans la loi. Donc c'est une obligation de formation. Et ça vous a été dit ce matin. L'obligation de formation s'applique aux jeunes, mais elle s'applique aussi à nous, les adultes, et les organismes de formation, et les écoles, et les accompagnateurs, etc. Ce n'est pas juste le jeune qui a l'obligation de formation, c'est aussi les organismes accompagnateurs qui ont l'obligation de les accompagner dans leur formation. Alors, je vais continuer pendant ce temps-là. On va dire qu'un jeune respecte l'obligation de formation quand il est en scolarité, quand il est en formation, quand il est en emploi, quand il est en alternance, quand il est suivi par un dispositif d'accompagnement, quand il est en service civique aussi, quand il est accompagné par les services médico-sociaux, quand il est en contrat de volontariat, et quand il est éventuellement dans des parcours, ça pourrait être le parcours avenir, le parcours projet, le parcours promo 16-18, voilà, ou pour l'école de la deuxième chance, pour ceux qui ont des écoles de la deuxième chance, donc, qui ont la chance d'avoir l'école de la deuxième chance. Bon, après, il existe quand même déjà beaucoup de choses, mais bon. Donc, juste sur le rôle des PSAD, puisqu'on a parlé des PSAD, le rôle des PSAD, donc de la plateforme de suivi d'appui au décrochage, notre rôle, c'est d'établir les listes des présumés décrocheurs. C'est-à-dire que quand elles arrivent, on sait qu'on a des présumés décrocheurs et on est censé les traiter, c'est-à-dire faire en sorte que les présumés décrocheurs, on ne retienne, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les 105, on ne retienne que les vrais décrocheurs. Donc, ce qu'on a appelé, nous, mettre à jour les vraies listes. Et agir après auprès des jeunes, les accompagner au plus près, c'est-à-dire leur proposer des rendez-vous. Et c'est pour ça, sur notre territoire, on a demandé dans les PSAD à ce que tous les acteurs, établissements publics et privés de notre territoire, on leur redonne leur liste. On dit par exemple, Marc, voilà ta liste, tu vas travailler avec les jeunes, tu en as 10 à regarder, donc tu vas regarder tes 10, ce qui permet que Marc, qui peut-être est CPE, vie scolaire, il va téléphoner à ces 10 jeunes et il va créer un lien. Parce que pour faire alliance avec les jeunes, on peut les obliger à se former, on peut les obliger à venir, mais on peut surtout les inciter à nous faire confiance, à revenir vers nous. Et si Marc les appelle en disant j'ai vu que tu étais sans solution, là, qu'est-ce que tu deviens, je viens prendre des nouvelles, c'est nettement mieux que si Anne Ledin appelle en disant là, je suis le CIO, je vous appelle, je voudrais savoir ce que vous devenez. Ça fait moins enquête, je suis désolée de dire ça, mais voilà, ça fait moins enquête, ça fait plus accompagnement. Y a-t-il des policiers dans la salle ? C'est ce que je voulais pas dire. Donc l'idée, c'est d'agir auprès des jeunes et les accompagner. Et surtout, ce qu'on a mis, c'est créer une relation de confiance avec les parents et avec les accompagnateurs. On veut vraiment faire du lien. Le lien, la confiance, l'alliance est essentielle. Le jeune, s'il a décroché, j'avais prévu, mais je ne l'ai pas mis sur mon diaporama, ce qu'on appelle la spirale du décrochage. C'est un truc que vous trouvez sur le ministère qui montre que le décrochage, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a plein de critères qui rentrent. Ça peut être le redoublement, ça peut être des règles sociales, ça peut être l'exclusion, ça peut être un climat scolaire. Voilà. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte. Et le décrochage scolaire, il ne se fait pas
peut-être au premier degré, par exemple, il peut y avoir un peu de décrochage et que le jeune tient, le jeune tient, le jeune tient. Il arrive au collège, il continue à tenir, il continue, et puis de moins en moins, il arrive à tenir parce qu'il a perdu confiance en lui-même, il a perdu confiance dans le système aussi, et du coup, bah, il va décrocher pour de vrai. Et donc, nous, l'objectif, c'est vraiment en amont, le plus en amont possible. Et c'est pour ça que c'est important qu'avec les partenaires, on soit tous réunis, parce qu'il faut qu'on se fasse confiance les uns avec les autres. Il faut que le jeune sente qu'on travaille tous ensemble aux mêmes objectifs. L'objectif, c'est la qualification du jeune, sa réussite, hein, en quelque sorte. Et donc, proposer un entretien avec les représentants légaux. Donc, on propose un entretien donc avec la personne qui accompagne le jeune. Et on peut le suivre dans son parcours. Et alors, oui, on avait mis aussi mettre à jour le respect de cette obligation. Donc, sur SIEI, sur le logiciel, dans l'obligation de formation, on a 3 couleurs qui apparaissent. C'est comme les feux tricolores. On a le rouge, le jaune et le vert. Donc, quand le jeune se repère en rouge, c'est qu'il n'a pas répondu à son obligation de formation. Quand le jeune est en jaune, ça veut dire qu'il est accompagné. Donc, ça peut être par un d'entre vous. Ça peut être un d'entre vous. Et quand il est en vert, ça veut dire qu'il est en solution, qu'on a dit tout à l'heure, ou il est en emploi, ou il est en formation. Enfin, en tout cas, il est en solution il est en formation quelque part. Ou tu parles comme ça, si tu veux. Ouais. Vas-y. Ah, pardon. Merci. Oui, désolé. Bon, bah écoutez, les aléas de la technique. Normalement, ça devait fonctionner, hein, parce que c'est toujours pareil. Hop. Alors, ce qui fait l'obligation de formation, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, hein, c'est quand même une grande nouveauté, parce que vous avez tous en tête l'obligation d'instruction qui était en France, qui est toujours d'ailleurs obligatoire jusqu'à 16 ans, c'est une obligation de scolarité en fait. Et la loi du 26 juillet 2019 a instauré dite de l'école de la confiance, hein, pour l'école de la confiance, a instauré une nouveauté, c'est celle de l'obligation de formation. Alors, en fait, pour ma part, je trouve que ce nom de formation et d'obligation est plutôt malvenu. En tout cas, dans l'attente qu'on en a au niveau du territoire et finalement dans la mise en œuvre qu'on en fait. L'obligation de formation de 16 à 18 ans, c'est l'obligation, comme le disait Anne tout à l'heure, elle a cité un certain nombre d'exemples, c'est l'obligation finalement de se mettre en dynamique pour le jeune, de ne pas rester, une fois qu'il est sorti du système scolaire, sans rien faire jusqu'à sa majorité. Le législateur a vraiment voulu donner aux jeunes qui sortent du système scolaire, qui seraient sans diplôme, donc pour une partie d'entre eux, mais qui peuvent aussi plus largement être ni en emploi, ni en formation, ni dans un dispositif d'accompagnement, de se mettre en dynamique. Et alors, je rejoins ce que disait Anne tout à l'heure, hein, le bon système, c'est sûrement pas de les obliger, mais en même temps, il y a une loi qui s'applique, c'est de contraindre, s'il le faut, les jeunes à rentrer dans un dispositif. Alors, la loi, très clairement, elle dit, à l'issue de l'instruction obligatoire, donc jusqu'à 16 ans, hein, cette obligation de formation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé, donc là, pas de problème. Lorsqu'il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, et c'est là où c'est important, et notamment en Bretagne, parce que on ne l'a pas tellement cité ce matin, mais la région Bretagne est un des fers de lance des régions de France sur la mise en œuvre de la formation continue depuis des années en partenariat avec les missions locales. Donc c'est aussi un des acteurs incontournables sur ce sujet. Lorsqu'il occupe un emploi, bon, force est de constater que même dans un contexte comme le nôtre qui est très favorable à l'emploi, les jeunes de 16 à 18 ans ont des vraies difficultés à trouver un emploi, hein, surtout sans diplôme. Pour plein de raisons, hein. On pourra en reparler tout à l'heure si vous le souhaitez, mais les chiffres de la mission locale sont assez éloquents là-dessus, hein. On voit bien qu'un jeune de 16-17 ans qui n'a pas de formation, pas de diplôme et qui veut rentrer en entreprise, il n'est pas recruté, pour être très clair, hein. Donc il ne faut pas se leurrer, c'est pas une des sorties positives réelles, l'emploi. Il effectue un service civique, lorsqu'il rentre aussi dans un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle, et c'est là où c'est pour ça que le législateur a souhaité donner un rôle particulier aux missions locales sur ce sujet, puisque finalement, ça peut, à l'extrême, contraindre un jeune à être accompagné par la mission locale si
il n'a rien mis en place entre ses 16 et 18 ans, s'il n'a rien mis en place comme démarche. Donc le contrôle du respect de leur obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans est assuré par les missions locales. Et ça, c'est nouveau aussi. C'est-à-dire que vraiment, l'obligation de formation, jusqu'à présent, en fait, une fois que le jeune sortait du système scolaire à 16 ans, eh bien, vogue la galère. S'il souhaitait venir à la mission locale, tant mieux. S'il souhaitait rejoindre la MLDS ou la MIGEC, tant mieux. Mais s'il ne le souhaitait pas, bah, il ne se passait pas grand-chose. Là, depuis la loi, en fait, nous sommes, alors je dis nous parce que c'est volontaire, en Bretagne particulièrement, et notamment parce qu'il y a tout ce qu'expliquait Anne tout à l'heure, il y a toute une antériorité de partenariat entre notamment les CIO et les missions locales, parce que, et sous l'égide de la région, encore une fois, j'y reviens, j'insiste un peu lourdement sur le sujet, mais c'est vrai que la région a depuis très longtemps été un acteur incontournable du dispositif d'accompagnement et notamment de prévention du décrochage, parce que à travers les PSAD, on a cette antériorité de travail, de repérage, d'accompagnement, de co-accompagnement d'un certain nombre de jeunes qui étaient en situation d'échec scolaire. Donc c'est vraiment une évolution majeure dans le dispositif, parce que là, pour le coup, on change un peu de paradigme en obligeant les jeunes de 16 à 18 ans à aller vers un dispositif. Dans les faits, pour l'instant, en tout cas, alors c'est très récent, puisque en réalité, cette loi de 2019 n'a commencé à se mettre en œuvre qu'à la rentrée de 2020, et encore avec, on va dire, des situations assez différentes d'un bassin d'emploi à un autre. Donc moi, je vais plutôt vous parler du bassin d'emploi de Vannes, puisque c'est celui que je connais le mieux, et celui pour lequel on a pris un certain nombre d'orientations. Alors, ce sont des orientations qui aussi sont demandées par l'État, puisque l'État finance les missions locales pour mettre en œuvre cette obligation de formation, clairement. Il y a un fonds important qui a été ouvert par l'État pour mettre en œuvre cette obligation de formation dans chaque mission locale. Et après, chaque mission locale développe une politique plus ou moins intense, on va dire, de dynamique autour de l'obligation de formation. Mais il n'empêche que l'État donne des consignes très claires aux missions locales sur ce sujet. Alors, le public qui est visé, en fait, on a évoqué les décrocheurs scolaires, mais finalement, quand on prend les choses au pied de la lettre, ce ne sont pas que les décrocheurs scolaires qui sont visés par l'obligation de formation, puisque ce sont... Alors, c'est un acronyme européen, c'est ce qu'on appelle, je pense que vous le connaissez tous dans la salle, cet acronyme, ce sont les jeunes NEET, ni en emploi, ni en formation, et sans soutien familial, c'est-à-dire ni en éducation. Alors, c'est l'Europe qui a voulu cet acronyme, c'est une directive européenne en fait, qui a mis en place cette loi concernant les NEET à l'échelle de chaque pays européen. Sur la France, ça s'est traduit par l'obligation de formation et d'autres dispositifs, notamment les garanties jeunes pour ceux qui connaissent ce dispositif. Et ce sont donc des jeunes qui sont diplômés ou non, et ça c'est important, puisque autant on a parlé du décrochage scolaire pour les jeunes qui sont sans diplôme, autant dans le cadre de l'obligation de formation, on bascule sur un autre type de jeunes, bien évidemment ceux qui n'ont pas de diplôme, mais aussi ceux qui sont diplômés, mais qui ne feraient rien. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les jeunes qui sortent avec un diplôme, CAP par exemple, à 16 ans, mais qui, à l'issue de ce diplôme, finalement, ne font aucune démarche, restent isolés chez eux, ne vont pas accrocher avec un dispositif. Voilà. Ces jeunes-là vont avoir l'obligation de rencontrer la mission locale ou un dispositif d'accompagnement, puisqu'on le mentionne tout à l'heure. Les seules exemptions qui existent à ce dispositif, finalement, ce sont ceux qui ont des problèmes de santé. Et donc là, pour le coup, ils doivent produire un certificat médical. On a vraiment, le législateur a voulu des choses assez rigides. Je le disais tout à l'heure, on n'en est pas dans... Enfin, aujourd'hui, en Bretagne, en tout cas, à ma connaissance, et en tout cas sur le territoire de Vannes, on n'est pas dans ce dispositif très contraignant. On n'a jusqu'à présent pas demandé aux forces de l'ordre d'aller chercher un jeune pour l'amener de force à la mission locale. Mais il y a quand même, la loi instaure une obligation. Et donc une obligation veut dire des contraintes. Alors, pour continuer là-dessus,
C'est pas facile hein, sans le diaporama. Les différentes situations qu'on peut retrouver en obligation de formation, en fait, on a des possibilités d'aller au-delà des situations classiques. C'est-à-dire que on a évoqué tout à l'heure la poursuite de la reprise de scolarité avec un suivi qui peut être même en enseignement à distance. C'est-à-dire que le jeune, à partir du moment où il est dans une dynamique de formation, ça rentre. Stagiaire de la formation professionnelle, on l'évoquait tout à l'heure, notamment par le financement de la région. L'emploi ou l'alternance, le service civique, c'est ce qu'a évoqué Anne tout à l'heure. Et puis, il y a tous les dispositifs d'accompagnement et d'insertion sociale et professionnelle, notamment qui sont portés par le service public de l'emploi, c'est-à-dire les missions locales, Pôle emploi, Cap emploi. Le parcours de formation personnalisé donc pour l'école de la deuxième chance. Le centre, donc un contrat de volontariat dans les EPID. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, hein, les EPID, ce sont des établissements publics, notamment en lien avec l'armée, hein, qui permet un service d'enseignement et une éducation adaptée avec un accompagnement social ou médico-social. Donc vraiment, c'est des situations un petit peu particulières. Il y en a un en Bretagne, à Lanrodec, dans les Côtes d'Armor. Et puis, on voit bien que ce ne sont pas que des formations qui sont mises en œuvre. C'est-à-dire qu'on est vraiment aussi sur un dispositif d'accompagnement et de passerelle. Et finalement, derrière cette obligation de formation, ce qu'on voit, c'est que petit à petit, les dispositifs qui sont les PSAD vont sans doute évoluer. C'est en tout cas le sens un peu de la réflexion qu'on peut avoir aujourd'hui, en tout cas au niveau de la PSAD de Vannes. C'est une évolution pour associer plus largement d'autres acteurs que ceux qui siègent aujourd'hui, dans l'objectif d'aller au-delà du décrochage scolaire, d'aller vraiment sur l'accompagnement, la mise en dynamique de ces jeunes de 16 à 18 ans. Alors, à la mission locale du Pays de Vannes, on a mis en place des choses un peu particulières, puisque, bon, je ne vais pas revenir sur les PSAD, on en a longuement parlé, et puis c'est pas l'objet de mon propos. Copiloté CIO mission locale depuis des années. Donc ça, ce sont les deux acteurs je dirais, qui sont les fers de lance du dispositif. Mais on voudrait aussi ajouter à cela quelque chose qu'on fait, il faut être très honnête, qu'on fait assez peu finalement aujourd'hui. Ce sont les représentants légaux des jeunes. C'est-à-dire que, comme ce sont des jeunes mineurs, bien évidemment, si on les met dans un dispositif, il faut qu'on ait l'accord des représentants légaux. Or, on voit bien que pour cette catégorie de public de 16 à 18 ans, le rôle, on l'a évoqué un petit peu ce matin, mais le rôle des parents et de la parentalité est essentiel. Et donc, effectivement, il faut à tout prix qu'on puisse, peut-être plus qu'on ne le fait aujourd'hui, associer ces représentants légaux aux démarches qu'on peut avoir avec les jeunes mineurs. Et donc, pour ce faire, il faut qu'on élargisse, qu'on fasse sûrement un travail de communication plus important autour de l'obligation de formation pour que justement les représentants légaux aussi, ce n'est les élèves eux-mêmes, entendent parler de cette obligation et se sentent concernés par la mise en œuvre des différentes démarches qu'on va proposer aux jeunes. Là aussi, on voit bien qu'il y a une autre carence qu'on a parce que le contexte sanitaire a fait que finalement la loi elle est un peu tombée à plat. L'obligation de formation, elle est encore très méconnue. Et le nom, en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, de mon point de vue en tout cas, ne correspond pas à la réalité qu'on veut mettre en œuvre sur le territoire, sur les territoires, pour ne pas stigmatiser particulièrement le Pays de Vannes, mais je pense que la même démarche se fait sur toute la Bretagne. Ça n'est pas l'obligation, comme je l'évoquais tout à l'heure et comme l'évoquait Anne, on ne va pas aller chercher le jeune chez lui pour l'extirper de force et le faire venir à la mission locale ou au CIO. On est vraiment plutôt dans un travail de persuasion, un travail de partenariat, un travail d'interaction avec un certain nombre d'acteurs du territoire pour permettre à ces jeunes de rentrer dans un dispositif qui va lui convenir, qui va leur convenir. Et puis, l'idée aussi, c'est bien évidemment, si on le fait rentrer sur un dispositif, de maintenir son accompagnement tout au long de la démarche qu'il va conduire. C'est le rôle des missions locales, mais c'est aussi le rôle du partenariat qu'on va établir. Il s'agit de créer un fil rouge pour éviter l'effet balle de ping-pong qu'on peut très souvent connaître entre plusieurs structures concernant les jeunes. Donc voilà. Alors après, juste peut-être sur... quand on parle de ne pas aller chercher les jeunes, on a essayé d'entreprendre sur le territoire de Lorient. C'est pour ça que je regardais Nelly, parce qu'avec la PSAD élargie,
je ne sais pas si tu veux, je parle toujours et puis tu verras si tu complètes. Avec la PSAD élargie, on a quand même invité des partenaires. Je vais en oublier, la Sauvegarde d'Arnevez, la ville de Lorient, le conseil départemental, l'université. Je vais oublier des partenaires, désolé. Donc avec la PSAD élargie, et donc beaucoup les travailleurs sociaux aussi, bien évidemment, moi, fonctionnaire éducation nationale, je ne vais pas aller chez les jeunes. C'est pas ma mission, je n'ai pas le droit. Par contre, dans les partenaires associés, on a des gens qui ont les droits d'aller plus près des familles, et donc notamment avec les travailleurs sociaux et avec les mairies, etc., qui ont le droit d'aller auprès des familles. Si un jeune ne vient pas vers nous, on ne va pas le forcer à venir, mais on va aller le chercher quand même. On va se rapprocher des communes, on va se rapprocher des mairies, parce que s'il ne vient pas, c'est peut-être qu'il est encore trop en souffrance pour venir. Donc l'idée de la PSAD élargie qu'on a commencé à mettre en place avec la mission locale de Lorient cette année, c'est d'élargir cette mission et de ne pas se contenter de ceux qui viennent vers nous naturellement. Ceux-là, on les connaît déjà, c'est déjà un peu gagné quand ils viennent vers nous. Donc on va essayer d'aller le plus près d'eux. On va quand même aller les chercher, pas de force, mais on va aller les chercher. Donc l'obligation de formation. Et en plus, je voulais dire, l'obligation de formation, je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi à nous l'obligation d'essayer de trouver une méthode pour qu'ils soient dans l'obligation, sans être dans la contrainte, mais dans l'accompagnement. Pardon, vous vouliez parler. On a fait notre première réunion, c'est un peu tôt, donc j'ai pas tout le monde, j'ai pas la liste des invités parce qu'on s'était répartis les invités parce qu'on a fait un courrier conjoint CIO mission locale et donc on s'était réparti la liste des invités. Voilà. Moi j'avais invité, je sais qu'il y a quelqu'un de la maison des ados, donc j'avais invité la maison des ados de Lorient, mais ils sont pas venus, mais je sais qu'il y a quelqu'un de la maison des ados de Vannes qui est là. Donc au contraire, tous ces partenaires, on a besoin de vous. On a besoin de vous parce qu'on ne cherche pas à ce que vous nous donniez le secret. Voilà, on est tous tenus au secret professionnel. On ne va pas aller fouiller dans la vie des jeunes contre eux, malgré eux, contre leurs parents, etc. Mais on veut quand même mettre en proximité ces jeunes qui ne viennent pas nous voir, qui sont ni en emploi, ni en formation, qui sont peut-être en malaise, qui ont peut-être fait de la phobie scolaire, qui ont peut-être même été harcelés, etc. Tout ce qu'on vous a dit ce matin, c'est la réalité. Donc ces jeunes-là, moi, si je parle des 105 dont je parlais tout à l'heure, les 105-là, on va essayer d'aller au plus près, travailler au plus fin pour essayer de voir qui des partenaires autour de la table de la PSAD élargie. Donc première réunion le 8 novembre, on en a une autre le 10 décembre. Donc au niveau de la PSAD élargie, mais peut-être que ce serait bien que tu en parles aussi. Oui. Je pense que c'est important de comprendre aussi l'intérêt de cette PSAD élargie en voyant surtout la complémentarité des approches et de pouvoir permettre de travailler vraiment en collaboration pour repérer, mobiliser et trouver la meilleure solution pour chaque jeune. Je ne vous cacherai pas qu'avant que Nelly travaille avec moi, je travaillais avec Fabienne, une collègue, et on avait déjà essayé de faire une PSAD élargie, mais avant que l'obligation de formation soit sur la table, on n'avait jamais réussi. Parce qu'on avait essayé de faire des réunions, peut-être que certains d'entre vous étaient déjà venus à certaines de nos réunions, et puis on n'avançait pas. On savait bien que les jeunes qui étaient le plus loin de l'obligation de formation, mais ça n'existait pas encore. On savait bien qu'il fallait aller chercher différemment, parce que ceux-là, ils ne viendront pas. Donc il faut aller dans les petites communes rurales, etc. Il faut aller les chercher. Donc il faut aller chercher par des acteurs de proximité, c'est bien évident. On avait déjà essayé, on n'avait pas réussi, mais je pense que là, cette obligation de formation, cette loi, mine de rien, elle va nous donner un levier. Moi, je vois pas la loi comme une contrainte. Enfin bon, c'est peut-être parce que je suis fonctionnaire. Je vois la loi comme un levier, voilà. Comme un droit. Clairement, enfin, là, ce que tu évoques, Anne, vous êtes les premiers sur le Morbihan. On va sur l'ensemble du territoire développer la même chose, puisque effectivement, fort de cette loi. Ça nous donne des moyens de créer des leviers plus importants que nous avions jusqu'à présent. Et alors même si, quand je disais, on ne va pas les chercher, on ne va pas extirper les jeunes de chez eux, l'idée c'est bien d'aller vers eux. C'est-à-dire la différence, c'est cette démarche qu'on appelle l'aller vers, qui est très importante, qu'on développe plus ou moins dans certaines structures, qu'on développe plus ou moins selon il y a notamment eu des actions vers les publics qu'on appelle invisibles. Alors le terme n'est pas forcément le plus heureux, mais ce sont des jeunes, en ce qui concerne les jeunes pour la mission locale notamment, qu'on ne voit pas, qui ne vont pas venir vers nous. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire des jeunes qui ne font pas de démarche, en fait, qui restent cloîtrés chez eux, qui sont un peu sous les radars et qui finalement ne bénéficient d'aucun service.
Et puis, on va avoir des situations qui peuvent se détériorer dans ce repli sur eux, qui peuvent se détériorer assez vite. Alors, Peut-être juste qu'on va- quelques il y a chiffres une question avant de là-bas. répondre. Oui. Là, Alors, nous, on l'a fait conjointement. Hein, oui, on a fait l'idée- CIO, les deux pilotes de PSAD. Hein. Il y a deux pilotes de En PSAD. Bretagne, en Bretagne, partout, les PSAD sont copilotés. Et donc, elles sont copilotées par les CIO et les missions locales. L'idée, bien évidemment, enfin, j'ose pas imaginer que ça puisse se faire autrement, ça m'étonnerait vraiment. L'idée, c'est de faire une co-invitation, comme ça s'est fait à Lorient, comme nous allons le faire très prochainement sur Vannes. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette double invitation, parce qu'on invite finalement des acteurs du réseau des missions locales et des acteurs du réseau de l'éducation nationale. Donc, c'est cette conjonction d'acteurs qui permet d'avoir un travail et un maillage le plus pertinent possible. Alors là, par rapport à ce côté éducation nationale, je dirais que là, c'est plutôt le focal. Parce que nous, on a deux trucs. Hein. On a le focal, enfin la focale, enfin la commission focale. La commission focale, là, c'est vraiment les référents décrochage de tous les établissements de notre territoire. Voilà, ça peut être une action sociale. Chez nous, pour le moment, c'est essentiellement des conseillers principaux d'éducation, principalement, ou des chefs d'établissement, mais nous, qu'importe. Hein. Il faut qu'il y ait un référent décrochage repéré, référencé, qui va aux commissions de suivi, aux cellules de veille, au GPDS, que je mettais tout à l'heure dans le truc, là, dans le diaporama. Donc, cette personne-là, elle connaît bien la réalité de son établissement. Elle vient sur la commission de focale. Elle est un peu mandatée par son chef d'établissement pour venir sur la commission focale, pour entendre ce qu'on va dire sur les thèmes du décrochage, l'actualité, etc. Et aussi pour partager des situations. Parce qu'on a beaucoup parlé des décrocheurs, mais il y a un moment où, par exemple, nous, la focale, on en a fait une hier. Hein. Donc, on en avait fait une autre le 30 septembre. Le 30 septembre, on a vu une douzaine de situations. Hier, on a vu une douzaine de situations. Enfin, hier, certaines étaient revues. Hein. Mais il y a un moment où on rentre dans le vif du sujet, on regarde des situations, et puis on dit, bah, là, on est en difficulté, le GPDS, l'établissement a essayé de mettre en place des choses, l'assistante sociale, l'infirmière, le médecin, la vie scolaire, les profs, les parents, tout le monde a été réuni, on a essayé de mettre en place des choses. On arrive au bout, on voudrait partager avec vous cette situation. Hein, ce matin, on a beaucoup dit, il y a des jeunes qui nous mettent en difficulté. Hein, quand on a un jeune qui nous dit, moi, madame, je ne veux plus aller à l'école, j'arrive même pas à ouvrir la porte de la barrière de l'école parce que j'ai peur. Bah, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Est-ce qu'elle a été harcelée? C'est quoi cette phobie, quoi? Enfin, donc ça, il faut qu'on le travaille effectivement d'abord dans l'établissement et puis après... Vous savez, quand on parle de changer d'établissement pour un élève, c'est jamais une bonne solution, parce que si on change d'établissement, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à résoudre le problème dans l'établissement. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'on a dit sur le harcèlement, mais là, quand on parle du plan de lutte contre le harcèlement, on s'est bien aperçu que si un gamin est harcelé dans un collège, ça ne sert à rien de le mettre dans un autre collège, le problème va le suivre. Donc il faut traiter le problème au sein du collège, et donc, Madame Toussaint en parlait ce matin, on a des lourdes formations sur le harcèlement scolaire qui sont mises en place. Il y a 4 jours de formation. Ça représente 700 personnes. Et le but, c'est vraiment que tous les acteurs au sein de l'établissement, avec les parents, avec alliance avec les parents, bien évidemment, alliance avec les partenaires, on règle le problème le plus possible. On reçoive la victime, on écoute la victime, et on écoute voilà, on règle le problème. Parce que sinon, quand l'élève va sortir, le problème va continuer. Enfin, je ne sais pas si ça répond. Juste quelques chiffres hein, pour contrebalancer un petit peu ce qu'on évoque comme chiffres. Finalement, là, on est sur des tout petits chiffres. Anne parlait de 12. Sur Lorient, on était sur l'APSAD avec une centaine de jeunes. Je voudrais relativiser... Là, je parle de focale, moi. Oui, sur la focale. L'APSAD, on était 480 jeunes au départ. d'octobre. Ouais. Oui, mais avec combien? 105 au départ, 105. À l'arrivée. Oui, à l'arrivée. 105 à l'arrivée. Pour la mission locale du Pays de Vannes, juste une petite focale pour vous donner une idée hein, de ce que ça peut représenter. En novembre 2021, on a 218 jeunes mineurs en suivi dans le cadre de l'obligation de formation. Donc, vous voyez, ça fait tout de suite un volume plus important.
Et ce qui est très... Alors, et là, pour le coup, il y a sans doute à se poser un certain nombre de questions quand même. C'est que sur ces 218 jeunes mineurs, il y a 35% de femmes et 65% d'hommes. On voit bien que là, il y a vraiment une stigmatisation, entre guillemets, mais il y a une situation des jeunes garçons qui est beaucoup plus difficile que celle des jeunes filles par rapport à la scolarité. Ça interroge à un moment donné. Et quand on regarde sur ces 200 jeunes mineurs en accompagnement, quels sont leurs niveaux de formation? On a 61% des jeunes qui n'ont aucune formation, aucune certification validée, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien comme diplôme. Et on en a 28 qui ont niveau 5 bis, alors l'ancienne nomenclature, puisque ça a évolué, qui était un niveau CAP. Ça veut dire qu'au total, on est pratiquement à 90% de ces jeunes, de ces 218 jeunes, qui n'ont aucun diplôme. Autant dire qu'ils sont dans une situation qui, même avec ce que je disais tout à l'heure, même avec une économie florissante et un besoin de main-d'œuvre dont on entend parler sur tous les toits, eh bien, malgré tout, ils n'iront pas en emploi, ces jeunes. Ils ne seront pas embauchés, c'est pas possible. On sait bien que les entreprises ne vont pas recruter ce type de profil, même si elles ont vraiment cruellement besoin de main-d'œuvre. Donc ça veut dire que là, on a quand même, à l'échelle de la mission locale du Pays de Vannes, à faire face à cet échec de ces 218 jeunes par rapport à la scolarité. C'est une réalité. Il ne faut pas, à un moment donné, éluder ce problème. Et parmi ces jeunes, finalement, après la mise en œuvre de l'obligation de formation, on arrive à trouver des réponses, mais ce ne sont pour beaucoup pas des réponses de formation, puisque quand on regarde, on a 37 jeunes qui sont rentrés sur un dispositif d'accompagnement de la mission locale. Alors, ce qui s'appelle le PACEA dans notre jargon, c'est un parcours d'accompagnement contractualisé. 30 sont en apprentissage. Et là, on voit bien l'effet très positif de l'apprentissage sur ce type de public. Alors, pourquoi ils n'y sont pas allés avant? Ça pose aussi la question de l'orientation. Ça pose aussi la question en amont, pendant la période de scolarité, comment elles ont été orientées, est-ce qu'ils ont pu se tester sur un certain nombre de métiers, etc. Tout ça, c'est une vraie question. Il y en a 14%, donc, ce qui est quand même un petit volume, qui retournent en scolarité. 14%. 11% rentrent sur de la formation professionnelle. Et là, finalement, c'est pareil, de 16 à 18 ans, le retour à la formation professionnelle, il passe souvent d'abord par une remise à niveau. C'est-à-dire que quand on sort à 16 ans sans aucun diplôme, autant se dire qu'on a un niveau de qualification qui est bas, pour ne pas dire très bas. Donc il faut déjà commencer à apprendre ce qu'on appelle les savoirs de base. Et puis, on a 5% en emploi. Alors quand on dit en emploi, c'est ce que vous disiez Anne tout à l'heure, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas du CDI, c'est vraiment la situation au moment où on fait la photo, ils sont en intérim, en CDD, voilà. Et puis on a 5% de jeunes qui finalement sont dans ce qu'on appelle autre situation, c'est-à-dire que ça peut être des jeunes en situation de maladie, ça peut être des jeunes en situation de maternité, parfois ça arrive, y compris sur les jeunes femmes. Voilà, il y a plein de... Plutôt sur les jeunes femmes, je veux dire, mais oui, je me suis mal exprimé, vous avez raison. Voilà. Non, mais ça veut dire que ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, même parmi ces très jeunes femmes de 16 à 18 ans, on a des situations effectivement de maternité. Voilà, donc pour vous donner un éclairage, ça veut dire que ces 218, ils ont vraiment besoin d'un accompagnement à la carte, sur mesure. Et c'est tout le travail qu'on va faire, parce que finalement, on fait couvrir la porte. Je vois que le temps se passe. Et je crois qu'il y a peut-être des questions auxquelles on n'a pas répondu. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, parce que s'il est 51 et qu'on rend à 15 heures pour les collègues qui vont suivre, est-ce que là, il y a des choses... Voilà, allez-y. Donc j'ai entendu parler du Pays de Lorient, Pays de Vannes. Je voulais savoir ce qu'il en était pour les zones rurales. Quand vous dites les zones rurales, c'est Pontivy, vous voulez dire? Non, Questembert. Questembert, c'est le Pays de Vannes. Questembert, c'est la mission locale du Pays de Vannes, puisqu'en fait, elle couvre Questembert et Musillac. Et la plateforme, c'est celle du Pays de Vannes. Ça correspond à votre question? Non, c'est plus que... Voilà, n'hésitez pas à contacter les partenaires locaux de proximité. Oui, effectivement, on va... C'est un appel du pied, ça. Oui, tout à fait. Vous étiez c'est quelle structure de Questembert? Centre social éveil. D'accord, très bien. Non, je note parce que du coup, comme nous,
ce que je disais tout à l'heure, on va faire partir les invitations très prochainement pour la prochaine PSAD élargie. Ça sera la première sur le territoire de Vannes. Il ne faut pas qu'on oublie des gens. Le risque, il est un peu là. Mais ça ne sera pas volontaire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant qu'on rende la parole D'autres questions, d'autres remarques, ce que vous voulez. Oui, allez-y. Prenez le micro. Bonjour. Du coup, ça revient aussi à cette question-là. Notamment dans les milieux ruraux, on sait bien que les jeunes, ils vont notamment au lycée dans des internats qui ne sont pas forcément sur la PSAD du pays. Par exemple, moi, je travaille à Belle-Île-en-Mer. Et du coup, je suis sur la PSAD de Auray, mais ça concerne peu de lycéens. Et du coup, les lycéens, ils vont plutôt sur Lorient ou sur Vannes. Et c'est vrai que du coup, de s'appuyer sur les structures locales qui existent, on n'y pense pas forcément, mais ouais, je rejoins. Alors, pour ce qui est des PSAD, c'est simple. Notre point de départ, ça a été voulu comme ça. On part toujours de l'établissement d'origine où était scolarisé l'enfant. Donc, ceux de Belle-Île, je crois qu'ils sont scolarisés, par exemple, en internat sur Vannes, c'est ça ? Y a Vannes. Vannes ou Lorient, d'accord. Donc, quand ils vont être sur la liste de l'établissement, admettons qu'ils quittent Vannes ou Lorient et qu'ils ne sont pas en situation, on va les interroger de leur plateforme d'établissement d'origine. Mais si après ils retournent sur Belle-Île et qu'ils veulent qu'on l'interroge sur Belle-Île, il y a un moment où on fait un transfert. Vous savez, elle a parlé ce matin du transfert. À un moment, on fait un transfert sur la plateforme d'habitation de l'enfant, du jeune. Et donc, là, alors moi j'avais tendance à mettre Belle-Île plutôt avec Vannes, parce que nous on a plutôt Groix comme île, mais Auray. Ouais. Et donc du coup, ça va être, tu peux te lever, Corinne, peut-être ma collègue équivalente sur Vannes, elle est là, Corinne, et elle est nouvelle, donc voilà, depuis cette année. Donc elle est à la fois sur Auray et à la fois sur Vannes. C'est la directrice de Auray et de Vannes, voilà. Et donc ce sera elle plutôt votre contact plutôt que moi, quoi, avec ces deux directeurs de mission locale. Ouais. Donc voilà, avec Auray, la directrice d'Auray. Qui est dans la salle aussi d'ailleurs. C'est qui la directrice d'Auray ? Directrice de la mission locale d'Auray. Voilà. Donc la directrice de la mission locale d'Auray, voilà. Donc voilà vos correspondants. Vous voyez, ça sert aussi à faire du lien. D'autres remarques ? D'autres questions, d'autres ajouts, d'autres envies, non ? Non. Alors juste pour rappeler un dispositif, j'ai évoqué très très vite tout à l'heure la garantie jeune. En fait, la garantie jeune qui va bientôt se transformer, elle sera ouverte, elle est ouverte d'ores et déjà aux jeunes mineurs. C'est-à-dire que dans l'obligation de formation, on y réfléchit à 2 fois avant de les faire s'inscrire, mais on a aussi ce dispositif qui est la garantie jeune, qui est un accompagnement très renforcé, qui va l'être encore plus avec le contrat d'engagement de ces jeunes, de tous les jeunes qui rentrent dans le dispositif, assorti d'une rémunération. Et on sait que pour un certain nombre d'entre ces jeunes qu'on évoque, qui ne trouvent pas de solution, et notamment les jeunes qui sont sur les territoires les plus éloignés, pour ne pas dire les territoires ruraux dans certaines communes, on sait bien que sans argent, ça rend compliqué toutes les démarches. En Focal, on étudie les situations. Si le jeune est désireux de rester en scolarité et qu'il veut aller en lycée professionnel derrière ou reprendre une seconde ou reprendre une première, on a tendance à les garder dans le système scolaire parce que c'est plus facile. Vous avez vu, on a parlé de persévérance, on a parlé de travail en amont, on a parlé de ne pas les laisser décrocher. Nous, on croit plutôt de ne pas les laisser décrocher, de les tenir à l'école le plus qu'on peut. Enfin, moi, je suis désolée, mais j'insiste lourdement parce que revenir à l'école, c'est dur. Les tenir à l'école, c'est dur. Mais si on arrive à les tenir parce qu'à plusieurs, on écoute le jeune dans sa difficulté, dans ses problématiques, dans sa souffrance peut-être, on essaie de les tenir plutôt que de les laisser sortir. C'est-à-dire que l'objectif, nous, c'est que les PSAD, il y ait 0 jeunes sur les PSAD. On n'en veut pas sur les PSAD des jeunes. C'est-à-dire qu'on ne veut tout. À un moment, là, le système SAD et obligation de formation avait amené un système très, très idiot. C'est qu'on retrouvait des élèves qui étaient à 16-18 ans en école d'ingénieur, on les retrouvait sur les listes des PSAD. Donc vous comprenez bien qu'avant de commencer à travailler sur les listes, il faut déjà qu'on les épluche, qu'on les analyse, il faut hyper analyser les listes parce qu'on ne doit s'occuper là-dessus que sur les jeunes qui ne peuvent pas faire sans nous. Ceux qui se débrouillent, ceux qui peuvent rester à l'école, ceux qui ont juste besoin d'un coup de pouce, qui vont aller voir l'assistante sociale parce que financièrement c'est difficile à la maison, mais ça va suffire. On ne les laisse pas sortir si on peut.
faut pas les laisser sortir si on peut. Et avec vous, vas-y. Autant qu'on peut. Et autant que le jeune le veut. C'est-à-dire que c'est toujours la limite du système, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'intention du jeune soit respectée. On ne peut pas maintenir une scolarité de force, pas plus qu'on peut faire venir un jeune de force à la mission locale. Ça n'a pas de sens.